Parmi nous, les Thaïlandais, certains ressentent une fierté un peu perverse. Enfin, notre pays est sorti de l'ombre. Il est maintenant connu du monde entier. Nous avons provoqué une crise. Mais personne ne pouvait s'imaginer que les répercussions seraient aussi vastes. Moins 13%, Mexico, moins 13%, Auckland, moins 7%, Toronto, moins 5%, Stanford, moins 4,5%. 3 000 milliards de dollars évaporés en quelques mois. Les économies et les espoirs de centaines de millions d'individus effondrés. En 1997, un ouragan monétaire et financier balaie la planète. On l'appelle la crise asiatique. In London, there was the biggest one-day fall for 10 years, at one stage wiping £38 billion off the value. Des pays jusque-là prospères sombrent dans la ruine et le chaos. En apparence, les crises frappent comme des catastrophes naturelles, aveugles et inexplicables. Ce sont pourtant des mécanismes humains et financiers bien précis qui font sortir le capitalisme mondial de ses rails. A few little glitches in the road here, we're working through them. Ce qui a servi de point de départ à l'ouragan est un petit royaume apparemment tranquille, la Thaïlande. Quelques années avant la crise, Bangkok était devenue la capitale de toutes les spéculations. Un chaudron aux gros bonnets et petites mains des marchés jetèrent leurs ambitions, leur aveuglement, leur trouille et leur avidité. Greed. La scène jalonne l'histoire de l'économie de marché. D'une époque à l'autre, la machine spéculative s'emballe, elle fait jaillir la fortune, puis débouche sur la ruine. L'avidité, la stupidité, c'est toute l'histoire du capitalisme. L'exploration de cette machine infernale commence en Asie à la fin des années 80. « 30 ans d'expansion, un boom industriel, une classe moyenne toute neuve, des millions de consommateurs et même des embouteillages. La Thaïlande a changé de visage en 2 générations, à peine. D'autres pays asiatiques sont ainsi passés brutalement du sous-développement à la prospérité. Leurs industries étaient conquérantes et leur taux de croissance insolent. Cette croissance était attentivement surveillée à l'autre bout du monde par certains professionnels de l'argent, ceux qui gèrent l'épargne des pays riches pour la faire prospérer. Les gérants de fonds des capitales financières, comme Londres et New York, sillonnaient le monde à la recherche de nouveaux marchés. À la fin des années 80, ils découvrirent l'Eldorado. $1 investi en Asie rapportait plus que n'importe où ailleurs. La fièvre de l'or saisit tous les gérants de portefeuille, les traders et les brokers du monde. Des gens d'ordinaire très sérieux. Ça devenait insensé. Il y en avait même qui partaient en Mongolie, en classe affaires, sous le prétexte d'y chercher de nouveaux marchés. La Mongolie doit avoir une population d'à peine 1 million d'habitants pour un pays 2 fois grand comme la France. C'est invraisemblable, il n'y a rien là-bas. Autant dire, allons voir ce qui se passe en Antarctique, il y a peut-être un nouveau marché. Ça devenait complètement absurde. Mais trouver l'Eldorado ne suffisait pas, encore fallait-il y avoir accès. Heureusement, l'époque était à l'ouverture. My friends, I believe that the challenge before us is to develop a truly global economy. One that celebrates the diversity of our nations, while it opens us to uninhibited trade and investment among our peoples. Les pays riches, Amérique en tête, militaient alors pour que les marchandises et les capitaux puissent librement traverser les frontières. America will continue to stand for open trade and open markets. And trade means jobs, means good jobs.
at home and abroad. Entrez donc, la porte est ouverte, répondirent les autorités de Thaïlande. À cette époque, Tharin était un ministre des Finances enthousiaste. Tous les pays faisaient la course aux investissements étrangers. Tous les États de cette région se libéralisaient. Et la Thaïlande faisait de même. Au concours libéral, la Thaïlande se montra bon élève. Les barrages furent abattus aux frontières du système financier et bancaire. Et un fleuve d'investissements et de prêts étrangers inonda le royaume. Au début des années 90, ce petit pays s'ouvrait avec délectation au grand courant de capitaux. Le succès fut foudroyant et la croissance s'accéléra. Mais un invité surprise s'était glissé à la noce, la spéculation. Les investissements étrangers, dans leur majorité, devenaient de plus en plus spéculatifs. Nous avons toujours encouragé les investisseurs étrangers à implanter des usines ou à créer des entreprises en Thaïlande s'ils avaient l'intention de s'installer dans le pays et d'exploiter sa compétitivité pour réaliser des profits à long terme. En revanche, les investisseurs qui venaient dans le but de faire des profits rapides en spéculant sur les valeurs boursières ou sur l'immobilier ou sur le marché financier, c'était une autre affaire. Personne, cependant, ne s'inquiéta au point de limiter ces flots d'argent spéculatifs. Il y avait trop à gagner dans la phase suivante de l'histoire. Au moment où les capitaux étrangers se ruaient à Bangkok à la recherche des placements les plus profitables, le mieux était de se trouver à la porte d'entrée du système financier thaïlandais, histoire d'orienter cet argent et de toucher une commission au passage. À Bangkok, Mark Greenwood était le premier à occuper cette lucrative position. Être le premier courtier étranger en Thaïlande, c'était la folie. Quand je suis arrivé ici, en 1987, le marché commençait juste à s'ouvrir. J'étais inondé de directeurs de sociétés d'investissement parcourant la région. Je passais tout mon temps à présenter ce pays à des gens qui n'étaient pas très au fait de sa situation. Et je dois reconnaître qu'à l'époque, moi non plus, je n'étais pas vraiment au courant. Beaucoup d'argent atterrissait dans l'immobilier. Au prix de l'époque, ce secteur pouvait vous rapporter de 30 à 35% par an en revenus locatifs. Des rendements qui semblent parfaitement inimaginables. Alors tout le monde s'est mis à construire des immeubles de bureaux. La nuit, on entendait le bruit des machines et des hommes. On travaillait tout le temps. Ça résonnait de partout. On travaillait jour et nuit. Ils voulaient que ça soit vite fini, qu'il y ait beaucoup de grands immeubles. Il y avait un grand nombre d'étrangers à cette époque-là. L'ambiance était bonne. C'était facile d'entreprendre quelque chose. À Bangkok, c'était l'époque des tycoons, des magnats de l'immobilier à la fortune exubérante et aux nombreuses relations bien placées. Prasong était un tycoon typique. Fils d'un immigrant chinois, négociant en riz, il a bâti sa fortune en construisant des maisons et des immeubles comme celui-ci avenue Sathorn à Bangkok. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de meilleur site à Bangkok. On est en plein centre-ville. D'un côté, on a une vue sur le fleuve. Et puis, vous avez beaucoup d'espace et une vue panoramique. Les ouvriers étaient d'anciens paysans pour la plupart. Attirés à Bangkok par le boom économique, ils vivaient à même les sites de construction. Bangkok était alors un vaste chantier. Un terrain de chasse pour des dizaines de promoteurs fiévreux. Je me souviens que je passais beaucoup de temps dehors pour rechercher des terrains et pour construire ce que je voulais construire. À cette époque, le marché montait d'heure en heure.
Quoi que vous fassiez, ça se vendait comme des petits pains. Alors ça nous incitait à acheter encore plus de terrain et à recommencer l'opération. Chaque tour qui s'élevait à Bangkok était bâti sur des crédits bancaires qui s'accumulaient. Ces prêts étaient très rentables pour les banques thaïlandaises qui les distribuaient généreusement en spéculant elles aussi sur le boom immobilier de Bangkok. Évidemment, bien peu de banquiers reconnaissent qu'ils ont agi comme de simples distributeurs de monnaie. Aswin, lui, ne finançait que des projets industriels, mais il a vu de près ses collègues perdre la raison. Pendant le boom, les politiques de crédit étaient extrêmement laxistes. De sorte que les questions fondamentales de faisabilité, de viabilité, de trésorerie étaient soit laissées de côté, soit extrêmement optimistes. Un jour, un homme d'affaires thaïlandais m'a dit qu'il était allé voir le directeur d'une banque, certainement un ami de la famille depuis des années, avec rien de plus qu'un plan de financement écrit au dos d'une enveloppe. Et il lui demandait 20 millions de dollars pour construire un ensemble sur le terrain de sa grand-mère, situé sur l'une des grandes artères de la ville. Le banquier lui a tout simplement répondu « D'accord, ça me plaît, tout le monde en fait autant. Vous ne voudriez pas plutôt 30 millions au lieu de 20 ?» C'est comme ça que ça marchait. Vous savez, les banques se battaient entre elles pour grossir le plus vite. Les banquiers étaient constamment dans nos bureaux. Ils disaient qu'ils étaient prêts à étudier tout ce qu'on avait comme projet. Quoi qu'on ait en tête, ils étaient prêts. Si les banquiers thaïlandais étaient aussi aveuglément généreux, c'est qu'ils empruntaient eux-mêmes aux banquiers étrangers, tout aussi pressés de prendre part au festin. C'était une accumulation frénétique de capitaux alimentée par l'avidité des hommes d'affaires thaïlandais et des banquiers étrangers qui voyaient la Thaïlande comme la bonne affaire du moment. Les banquiers et les financiers étrangers auraient dû se rendre compte que beaucoup de projets ne reposaient que sur du vent. Plus ils accumulaient les crédits, plus Prasong et les banquiers espéraient que les prix de l'immobilier et leurs profits augmenteraient. Et plus ils attendaient de profit, plus ils accumulaient les crédits. Cet espoir de profit que tout le monde alimente s'appelle une bulle. Et la bulle gonfle quand tout le monde rêve sans plus tenir compte des besoins réels de logement et de bureaux. Une bulle, c'est une illusion économique alimentée par l'avidité et l'afflux d'argent facile. Mais il fallut un événement considérable pour qu'une bulle partie d'Asie atteigne les rues de Paris, Londres ou New York. Il existe à Bangkok des salles de marché comme celle-ci, où les Thaïlandais viennent boursicoter comme d'autres vont faire leur tiercé. La législation sur le jeu a poussé la bourse thaïlandaise à se transformer en casino. Ça ne fait aucun doute. Même s'il y a des salles de jeux clandestines, officiellement le poker est interdit dans cette ville. Alors, si vous avez un casino autorisé qui reste ouvert toute la journée, où vous pouvez faire des paris 1, 2 ou 3 fois par jour, c'est un style de vie très attrayant. En Thaïlande, 2 à 300 000 joueurs faisaient ainsi leurs paris en bourse, sous l'œil des poissons rouges, sans s'éveiller à leur bonne fortune. Très vite, ce marché fit apparaître une classe de spéculateurs aux dents longues. Siriwat était de ceux-là. Après des études aux États-Unis, il fut bombardé à l'âge de 28 ans à la tête d'une grosse société de placement financier à Bangkok. Mon rêve, c'était de devenir multimillionnaire. En une seule journée, je brassais des millions de dollars. Un jour, je gagnais plus de 400 000 $. Le lendemain, j'en perdais autant. Mon quotidien à cette époque, c'était gymnastique matinale, aller à la maison de courtage et passer des ordres. Vendez, achetez, achetez, vendez. Je ne partais même pas en vacances avec ma famille. J'avais peur de rater une occasion de faire des gains ou de limiter des pertes pour mes clients ou pour mon propre compte. J'ai suivi le boom de la bourse.
Je pouvais m'offrir des voitures européennes, une Volvo. Je voyageais